En 1987, Robert Crandall, le PDG notoirement agressif d'American Airlines, ordonna à son équipe de restauration de retirer exactement une olive de chaque salade de première classe servie à bord. Le changement était invisible pour les passagers. Personne ne s'est plaint, personne ne l'a remarqué. Mais le service comptable, lui, l'a remarqué. Cette unique olive aurait permis à American Airlines d'économiser environ 40 000 $ par an. Une garniture, 40 000 $. Cela paraît absurde, jusqu'à ce que l'on comprenne la réalité financière qui a poussé un homme à la tête d'une société de plusieurs milliards de dollars à s'obséder personnellement pour un fruit. Depuis des décennies, l'industrie de l'aviation commerciale fonctionne selon une vérité douloureuse à laquelle la plupart des passagers ne pensent jamais. Votre compagnie aérienne survit presque à coup sûr de justesse. En 2025, l'IATA prévoyait que l'industrie aérienne mondiale générerait 36 milliards de dollars de bénéfices nets sur environ 5 milliards de passagers. Cela représente environ 7 $ de bénéfices par personne. Pas par vol, par personne. L'industrie qui fait bouger la planète entière gagne moins par client que le prix d'un latte Starbucks à Londres. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Les compagnies aériennes ont généré plus de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires total. Elles ont exploité près de 39 millions de vols commerciaux. Elles emploient des millions de personnes dans le monde. Pourtant, la marge bénéficiaire ne s'est levée qu'à 3,7%. Cela signifie que pour chaque billet à 180 $ que vous achetez, la compagnie aérienne conserve environ 6,66 $ de bénéfices réels. Le reste, soit 173,34 $, s'évapore avant même que les roues ne quittent le sol. Mais alors, où va réellement votre argent? Et si les compagnies aériennes ne gardent presque rien, qui gagne vraiment de l'argent grâce à votre vol? Pour comprendre pourquoi gérer une compagnie aérienne est si brutalement difficile, il faut suivre le prix de votre billet dollar par dollar à travers le système qui le consomme. Prenons un billet domestique standard à 180 $ aux États-Unis. Dès que vous cliquez sur acheter, cet argent se met à se fragmenter en au moins 7 catégories de coûts distinctes, chacune contrôlée par une entité différente, dont la plupart disposent d'un pouvoir de fixation des prix nettement supérieur à celui de la compagnie aérienne elle-même. La première et la plus importante part revient à la main-d'œuvre. Aux États-Unis, les salaires et avantages sociaux représentent environ un tiers des dépenses d'exploitation totale. Sur votre billet à 180 $, cela représente environ 60 $. Cela couvre les pilotes, les agents de bord, les agents d'embarquement, les mécaniciens, les régulateurs de vol, mais aussi la vaste infrastructure administrative nécessaire pour l'exploitation d'une compagnie aérienne certifiée. Les salaires des pilotes, à eux seuls, ont grimpé de manière spectaculaire depuis 2022, sous l'effet d'une grave pénurie de pilotes qui a contraint les transporteurs régionaux à faire passer le salaire de départ d'environ 30 000 $ à bien plus de 90 000 $, simplement pour empêcher les pilotes de partir vers les grandes compagnies aériennes. Mais la main-d'œuvre n'est qu'un début. Le deuxième poste le plus important est le carburant. Le kérosène représente systématiquement entre 20 et 35% des dépenses d'exploitation totale selon les prix mondiaux du pétrole et les variations régionales. Pour les compagnies américaines, le carburant représente généralement environ 20% des coûts d'exploitation. Sur votre billet à 180 $, cela équivaut à environ 35 $. Mais ce chiffre est trompeusement stable. Le carburant est le coût le plus volatile auquel une compagnie aérienne est confrontée. Lorsque les prix du pétrole s'envolent, le kérosène peut faire grimper la part du carburant de certaines compagnies au-dessus de 40% des coûts totaux. Un seul vol New York-Londres à bord d'un Airbus A330 consomme environ 22 500 gallons de carburant, ce qui, au prix habituel du kérosène, représente des dizaines de milliers de dollars pour un trajet aller simple. Les compagnies aériennes américaines dépensent collectivement des dizaines de milliards de dollars en carburant chaque année. Cela représente des centaines de millions de dollars brûlés chaque jour. Les compagnies aériennes tentent de gérer cela par la couverture du carburant, en achetant des contrats financiers pour verrouiller les prix futurs du carburant sur 6 à 12 mois. La plupart des transporteurs couvrent entre 30% et 60% de leurs besoins en carburant. Mais la couverture est une arme à double tranchant. Si les prix du pétrole s'effondrent après que vous ayez verrouillé un taux plus élevé, vous payez au-dessus du prix du marché pendant que vos concurrents bénéficient de la baisse.
Southwest a mis fin à son programme de couverture en 2025 après des années de résultats mitigés. Delta Airlines a peut-être adopté l'approche la plus radicale de l'histoire de l'aviation. En 2012, confronté à une facture annuelle de carburant de 12 milliards de dollars représentant plus d'un tiers de ses dépenses d'exploitation, Delta a tout simplement acheté une raffinerie de pétrole brut à Trainer, en Pennsylvanie. La stratégie consistait à contrôler directement le crack spread, l'écart de coût entre le pétrole brut et le kérosène raffiné, s'isolant essentiellement des goulots d'étranglement des raffineries. Les analystes ont qualifié cela d'insensé. Delta y voyait une question de survie. Les compagnies aériennes d'Amérique latine et des Caraïbes font face à une réalité encore plus rude. Le carburant peut représenter plus d'un tiers de leur coût d'exploitation en raison de la géographie, des infrastructures et de la fiscalité. Maintenant, votre billet a déjà cédé environ 95 $ à la main-d'œuvre et au carburant. Mais l'aéroport attend son dû. Les frais d'aéroport et atterrissage représentent un autre pan des dépenses d'exploitation des compagnies aériennes. Sur votre billet à 180 $, cela représente environ 13 $. Cela couvre les redevances d'atterrissage, la location des portes d'embarquement, les frais d'utilisation des terminaux et les services d'assistance au sol. Dans les grandes plateformes comme l'aéroport international John F. Kennedy, les redevances d'atterrissage et de décollage coûtent à elles seules des milliers de dollars par vol, selon le poids de l'appareil et le créneau horaire. Viennent ensuite les frais facturés aux passagers. Une redevance passager pouvant atteindre 4,50 $ par embarquement est directement intégrée dans votre billet. La taxe de sécurité du 11 septembre rajoute 5,6 $ supplémentaires par trajet aller simple. La taxe fédérale d'assises prélève 7,5% du tarif de base. Les frais de segment ajoutent environ 5 $ par segment intérieur. Avant même que la compagnie aérienne n'ait gagné un seul centime, le gouvernement et l'aéroport ont prélevé au total entre 15 et 20 $ sur votre billet à 180 $. C'est pourquoi Willie Walsh, directeur général de l'IATA et ancien PDG de British Airways, a averti à plusieurs reprises que même de légères augmentations des frais réglementaires peuvent éliminer entièrement la rentabilité des compagnies aériennes. L'un des meilleurs exemples, c'est sa déclaration en 2025. La marge reste mince. Et toute nouvelle taxe, hausse des redevances aéroportuaires ou de navigation, tout choc de demande ou alors toute réglementation coûteuse mettra rapidement à l'épreuve la résilience du secteur. Votre billet a maintenant été réduit à environ 70 $. Mais l'appareil lui-même exige d'être payé. La maintenance, la réparation et la révision prennent une part non négligeable des dépenses d'exploitation. Sur votre billet à 180 $, cela représente environ 10 $. L'amortissement et la dépréciation des avions en réclament environ 9 de plus. Combiné, maintenir l'avion en bon état structurel et financièrement comptabilisé prélève près de 20 $ sur chaque billet. Mais c'est ici que l'économie devient véritablement hostile. Un Boeing 737 MAX 9 a un prix catalogue supérieur à 100 millions de $, bien que les compagnies aériennes paient rarement le prix catalogue. Parce que la plupart des compagnies aériennes ne peuvent se permettre d'acheter leur flotte directement. Environ la moitié des plus de 35 000 avions commerciaux dans le monde appartiennent à des sociétés de leasing. Pendant la crise actuelle de la chaîne d'approvisionnement, les tarifs de location ont grimpé à des niveaux records, les compagnies aériennes se battant désespérément pour obtenir les appareils disponibles. La raison ? Les avionneurs n'ont pas pu livrer. Boeing et Airbus ont constamment fonctionné bien en dessous de leurs objectifs de livraison, leur production combinée étant inférieure aux prévisions de plusieurs centaines d'appareils par an. Le carnet de commandes mondial non honoré s'élève désormais à environ 17 000 avions, représentant 12 à 14 années de production aux cadences actuelles. Les délais moyens de livraison sont passés d'environ 4,5 ans avant la pandémie à près de 7 ans aujourd'hui. Et la crise de la chaîne d'approvisionnement a été aggravée de manière catastrophique par le fiasco des moteurs GTF de Pratt & Whitney. En 2023, Pratt & Whitney a révélé un défaut rare de poudre métallique nécessitant des rappels obligatoires et des inspections de 600 à 700 moteurs. D'ici 2025, des centaines d'Airbus A320neo équipés de GTF étaient cloués au sol ou stockés. Les compagnies aériennes se retrouvaient avec des actifs valant des milliards de dollars, fonctionnant comme ce que les observateurs de l'industrie appelaient sinistrement des ornements de pelouse de 60 tonnes. Le transporteur indien Go First a déposé le bilan.
accusant explicitement Pratt & Whitney après que le défaut du moteur a contraint à l'immobilisation d'environ la moitié de sa flotte. Les loueurs ont commencé à cannibaliser des avions presque neufs juste pour récupérer des moteurs fonctionnels pour d'autres appareils. D'ici 2026, Airbus lui-même poursuivait Pratt & Whitney en dommages-intérêts, la pénurie étranglant ses lignes de production. Et les fabricants responsables de ces retards ? Willie Walsh n'a pas mâché ses mots. Lors d'un briefing de l'IATA à Genève en 2025, il a déclaré « Les gens qui provoquent les retards de la chaîne d'approvisionnement sont récompensés par des profits records. Ils réalisent des marges massives tout en faisant un travail de merde pour produire le produit. Les entreprises de révision de moteurs ont affiché des marges d'exploitation proches de 30%. Les fournisseurs de pièces aéronautiques ont atteint des marges similaires. Les compagnies aériennes, pendant ce temps, fonctionnaient à 3,7%. Vos $180 ont désormais été réduits à environ $40. Ce qu'il reste entre dans la catégorie fourre-tout du secteur, les autres charges d'exploitation. Cette tranche d'environ 20% couvre les loyers des avions, les assurances, les frais des systèmes de distribution mondiaux, les hôtels des équipages, les commissions de vente, l'infrastructure informatique et les opérations irrégulières. Les opérations irrégulières, plus connues sous le nom d'IROPS, représentent l'un des gouffres financiers les plus imprévisibles. Un seul atterrissage d'urgence dû à un problème mécanique peut coûter des centaines de milliers de dollars. Un système orageux, entraînant 50 annulations, génère en une nuit des millions en hébergements hôteliers, bons de repas et frais de réacheminement. Après tout cela, il reste à la compagnie aérienne environ $7 sur votre billet de $180. C'est là le profit réel. Moins de 4%. Le rendement du capital investi pour l'industrie aérienne mondiale est historiquement resté inférieur à son coût du capital. Les compagnies aériennes, dans leur ensemble, détruisent systématiquement de la valeur actionnariale depuis des décennies, gagnant moins sur le capital investi que ce que coûte le déploiement de ce capital. Comme l'a prévu l'IATA pour 2026, même avec des revenus records qui devraient approcher les 1000 milliards de dollars et un coefficient de remplissage prévu de 84%, le plus élevé de l'histoire, les marges nettes ne dépasseraient qu'environ 4%. Herb Kelleher, le légendaire fondateur de Southwest Airlines, a parfaitement résumé cette absurdité. Si les frères Wright étaient encore en vie aujourd'hui, a-t-il déclaré un jour, Wilbur devrait licencier Orville pour réduire les coûts. Mais c'est ici que toute cette histoire prend un tournant inattendu. L'importance du bénéfice de $7 par passager n'est pas une question de mauvaise gestion, et ce n'est pas vraiment une question de volatilité des prix du carburant. Il s'agit de ce que cette réalité des marges a contraint les compagnies aériennes à devenir. Les compagnies aériennes les plus prospères financièrement au monde se sont discrètement transformées en quelque chose qui ne ressemble en rien à une entreprise de transport. Elles sont devenues des banques. Delta Airlines a encaissé plus de 8 milliards de dollars auprès d'American Express en 2025. Pour mettre ce chiffre en perspective, le résultat opérationnel total de Delta cette année-là se situait entre 5 et 6 milliards de dollars. Le partenariat avec la carte de crédit a généré plus que l'ensemble de l'activité aérienne elle-même. Le PDG de Delta, Ed Bastian, a publiquement annoncé un objectif à long terme de porter les revenus de ce partenariat à 10 milliards de dollars par an. Le mécanisme est élégant. Chaque fois qu'un consommateur utilise une carte American Express aux couleurs de Delta dans une épicerie, une station-service ou chez un détaillant en ligne, American Express verse à Delta une rémunération pour les miles de récompense émis. Comme Bastian lui-même l'a souligné, une part importante des dépenses des consommateurs américains chez American Express est effectuée avec des cartes co-brandées Delta. Parce que les miles sont en réalité une monnaie fiduciaire créée par la compagnie aérienne à un coût marginal proche de zéro, les marges bénéficiaires sur leur vente aux banques sont astronomiquement plus élevées que sur la vente de sièges. Voyez-vous, le billet à $180 n'est plus vraiment le produit. Le billet est le mécanisme qui maintient la valeur de la monnaie de fidélité. Sans vol, les miles ne valent rien. Mais sans miles, la compagnie aérienne pourrait ne pas survivre financièrement. Cette inversion explique pourquoi les compagnies aériennes investissent des milliards dans les cabines premium, les salons de marque et les niveaux de statut qui, pris isolément, semblent économiquement irrationnels. Ces investissements n'ont pas besoin de générer un profit direct. Ils doivent maintenir la valeur aspirationnelle de la marque qui pousse les consommateurs à désirer la carte de crédit, laquelle génère l'argent réel.
Delta a versé plus de 10 milliards de dollars en participation aux bénéfices à ses employés au cours de la dernière décennie, un chiffre sans équivalent parmi les entreprises du Fortune 500, financé en grande partie par le volant d'inertie économique créé par le partenariat avec American Express. Le redressement de la compagnie aérienne après sa faillite n'a pas été bâti sur de meilleures lignes ou un carburant moins cher. Il a été bâti sur sa transformation en une institution financière qui, accessoirement, exploite des avions. Toutes les compagnies aériennes ne peuvent pas jouer au jeu de la fidélisation bancaire. Southwest Airlines a été pionnière d'une stratégie de survie fondamentalement différente, bâtie sur l'efficacité opérationnelle. Pendant des décennies, Southwest n'a exploité qu'un seul type d'appareil, le Boeing 737. Cette flotte homogène a éliminé la fragmentation de la formation des pilotes, simplifié la maintenance, réduit les stocks de pièces détachées et permis à tout équipage d'opérer n'importe quel avion du réseau. La célèbre politique Bags Fly Free, bagages gratuits de Southwest, n'était pas un stratagème marketing. C'était un calcul opérationnel. En ne facturant pas les bagages enregistrés, les passagers emportaient moins de bagages à main, les compartiments supérieurs se remplissaient plus lentement, les temps d'embarquement diminuaient et les avions passaient moins de temps au sol. Puisqu'un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol, des rotations plus rapides se traduisaient directement par des bénéfices. Southwest a enregistré des centaines de millions de dollars de bénéfices nets en 2024 dans la continuité de décennies de rentabilité qui en firent autrefois l'envie du secteur. Mais même ce modèle a atteint ses limites. La hausse des coûts du carburant, l'augmentation des salaires et les retards de livraison de Boeing ont fait stagner l'action de Southwest. L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis environ 16% du capital et imposé une restructuration massive. Dans un geste qui a stupéfié le secteur, Southwest a abandonné sa politique de placement libre vieille de 54 ans, mis en place des sièges attribués et fondamentalement modifié son modèle de distribution. Southwest n'a pas changé parce que son modèle avait échoué. La compagnie a changé parce qu'un investisseur de Wall Street disposant d'un levier suffisant a décidé que le modèle n'extrayait pas assez rapidement de la valeur. Même une compagnie aérienne constamment rentable est en fin de compte à la merci de marchés financiers qui exigent de la croissance et non de la stabilité. Le chiffre de 7 $ de bénéfices est une moyenne mondiale. Il masque d'énormes variations régionales qui révèlent qui profite réellement de l'aviation commerciale. Les compagnies aériennes du Moyen-Orient obtiennent les bénéfices par passager les plus élevés du secteur, souvent supérieurs à 20 $. Les compagnies nord-américaines gagnent environ 10 à 12 $. Les transporteurs européens parviennent à dégager un chiffre à un seul chiffre élevé. Les compagnies de la région Asie-Pacifique se contentent d'1 ou 2 $. Les compagnies d'Amérique latine et d'Afrique perdent souvent carrément de l'argent par passager. Emirates a déclaré plus de 5 milliards de dollars de bénéfices annuels lors de son dernier exercice fiscal. Qatar Airways a annoncé un record de 2,15 milliards de dollars. Ces transporteurs du Golfe bénéficient d'un soutien souverain, d'un positionnement géographique stratégique entre les continents, de flottes modernes et d'une fiscalité minimale. Ils représentent un modèle économique fondamentalement différent de celui des transporteurs occidentaux cotés en bourse et criblés de dettes qui se battent pour 7 $. Et pourtant, chaque compagnie aérienne, quelle que soit sa région, est confrontée aux mêmes défis structurels. Le rendement du capital investi du secteur est constamment inférieur à son coût du capital. Les compagnies aériennes, dans leur ensemble, payent pour avoir le privilège d'exploiter leur activité. L'avenir menace d'aggraver la situation. L'industrie s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette transition repose sur le carburant d'aviation durable et sur des technologies émergentes comme la propulsion à hydrogène. L'IATA estime que la transition ajoutera des centaines de milliards de dollars aux coûts mondiaux du carburant d'ici 2050. Dans ce scénario, la part du carburant dans les coûts d'exploitation passerait d'environ 30% à 45%. Sans cette transition, la croissance projetée du trafic aérien porterait le coût total du secteur à plus de 2000 milliards de dollars d'ici 2050. Avec le mandat de neutralité carbone, les coûts s'élèveraient à près de 3000 milliards de dollars. Les analystes du secteur ont franchement souligné qu'absorber une hausse de 30% des coûts totaux est mathématiquement impossible pour une industrie qui affiche une marge bénéficiaire nette de 3%.
le chiffre d'affaires total en 2050 serait inférieur de plusieurs centaines de milliards de dollars par rapport à ce qu'il faudrait pour financer la transition verte. Pendant ce temps, la flotte mondiale vieillit rapidement. L'âge moyen des avions commerciaux a atteint un record de 15 ans en 2025, les retards de livraison ayant contraint les compagnies aériennes à exploiter des appareils plus anciens et moins économes en carburant. L'IATA prévoit que l'arriéré d'approvisionnement ne se normalisera pas avant une période comprise entre 2031 et 2034. Les prix moyens des billets aller-retour en 2025 étaient estimés à plus d'un tiers inférieurs en termes réels par rapport à 2015 et devraient encore baisser d'ici 2026. Les passagers paient moins, les coûts augmentent, les mathématiques sont impitoyables. En 1987, Robert Crandall a retiré une olive d'une salade parce qu'American Airlines n'avait plus les moyens de s'offrir la garniture. Ce n'était pas un coup de communication. C'était du désespoir déguisé en efficacité. Le chemin vers la rentabilité passait par une coupelle de fruits parce que tous les autres postes de coûts avaient déjà été comprimés. Près de 4 décennies plus tard, le secteur aérien a transformé ce désespoir en art. Le billet à 180 $ que vous achetez aujourd'hui est englouti par la main-d'œuvre pour environ 60 $, le carburant pour 35 $, les redevances aéroportuaires pour 13 $, la maintenance pour 10 $, l'amortissement pour 9 $, les taxes et surcharges pour 18 $, la distribution, les assurances et les IROPS pour 26 $, et ce qui reste représente environ 7 $. Peut-être moins, peut-être un Big Mac, peut-être un latte, peut-être une olive. Lorsque vous embarquerez sur votre prochain vol, vous serez assis à l'intérieur d'un avion à 100 millions de dollars, brûlant des dizaines de milliers de dollars de carburant, piloté par des équipages qui exigent des salaires historiquement élevés, qui atterrit dans des aéroports facturant des milliers de dollars pour le privilège de toucher la piste, entretenu par des mécaniciens de plus en plus difficiles à recruter, propulsés par des moteurs qui présentent peut-être un défaut de fabrication. Et la compagnie aérienne qui a orchestré tout cela gardera à peu près ce que vous dépenseriez pour un déjeuner. Le secteur soutient des dizaines de millions d'emplois. Il contribue à près de 4% du PIB mondial. Il transporte plus de 5 milliards de personnes par an. Il génère 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et il survit avec des marges plus fines que la peau d'aluminium maintenant le fuselage. La question n'est pas de savoir si les compagnies aériennes peuvent continuer à fonctionner avec 7 $ par passager. La question est de savoir si le reste du monde prête vraiment attention à ce qui se passera lorsqu'elles n'y parviendront plus.